J'ai surpris mes parents sur ma caméra de sécurité, en train de prévoir d'installer ma sœur dans mon appartement, pendant que j'étais hors de la ville. Une fois Candace installée, je parie qu'elle n'osera pas la mettre dehors, a dit papa. Alors, je les ai piégés, et j'ai tout déballé lors du dîner de famille. J'ai besoin de vider mon sac, parce que je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé plus tôt cette année. Mes mains tremblent littéralement pendant que j'écris ceci, mais j'ai besoin de raconter à quelqu'un ce qui s'est passé avec ma famille. Laissez-moi commencer par dire que j'ai 28 ans, et que j'ai travaillé d'arrache-pied pour arriver là où je suis. Je suis ingénieur logiciel dans une entreprise technologique de taille moyenne à Austin, au Texas, et je loue mon appartement depuis 2 ans. C'est un modeste 2 pièces dans un quartier correct. Rien d'extravagant, mais c'est à moi. J'ai économisé pendant des années, vécu avec des colocataires dans des situations douteuses, mangé des nouilles instantanées plus de soirs que je ne voudrais l'admettre, et j'ai finalement trouvé un endroit que je pouvais me payer toute seule. Cet appartement représente chaque sacrifice que j'ai fait, chaque heure supplémentaire que j'ai enregistrée, chaque vendredi soir où je suis resté chez moi alors que mes amis sortaient, parce que je construisais quelque chose pour moi-même. Ma sœur Candace a 25 ans, et elle a toujours été l'enfant chéri, là où je suis pratique et indépendante. Elle a été couvée et assistée toute sa vie. Nos parents ont payé l'intégralité de ses études universitaires dans une université privée, alors que j'ai dû contracter des prêts pour mon école publique. Ils lui ont acheté une voiture quand elle a eu 16 ans. J'ai acheté la mienne à 22 ans, avec l'argent de mon job à temps partiel. Le favoritisme a toujours été là, tapis sous la surface de chaque interaction familiale, mais j'ai appris à faire avec. J'ai déménagé à 19 ans et j'ai construit ma propre vie, en gardant mes parents à distance émotionnellement, même si je continuais à venir pour les fêtes et les dîners de famille. Candace a obtenu son diplôme il y a 3 ans, avec une licence en communication, et elle a enchaîné les petits boulots depuis. Elle travaille quelque part pendant 6 mois, décide qu'elle n'aime pas son patron, ses collègues, ou le trajet, et démissionne sans avoir d'autres postes en vue. Mes parents la rattrapent toujours quand elle tombe. Ils la laissent revenir à la maison, paie ses factures de carte de crédit, et finance essentiellement son incapacité à se comporter en adulte. Je me suis mordu la langue à ce sujet pendant des années, parce que ce n'était pas mes affaires. Elle était leur problème, pas le mien. Il y a 3 mois, Candace a quitté son dernier emploi dans une agence de marketing parce que, selon ses posts Instagram, son manager ne reconnaissait pas sa vision créative. Mes parents subventionnaient une fois de plus son train de vie, mais j'ai entendu par ma tante qu'il commençait à en avoir assez. Apparemment, mon père a dit à mon oncle que Candace devait se débrouiller, et qu'il n'allait pas la soutenir éternellement. J'ai ressenti une lueur d'espoir, pensant que peut-être, enfin, ils allaient la laisser faire face aux conséquences naturelles de ses actes. Il y a 2 semaines, mon entreprise m'a envoyé à une conférence à San Francisco. C'était un voyage de 4 jours, du mardi au vendredi, et j'étais vraiment enthousiaste. La conférence portait sur les technologies émergentes en IA, et j'avais hâte de profiter des opportunités de réseautage. Je me suis envolé le lundi soir, pour m'installer avant le début de la conférence le mardi matin. Avant de partir, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai vérifié mes caméras de sécurité, je me suis assuré que mon appartement était bien verrouillé, et j'ai activé mon système d'alarme. Je devrais expliquer pour les caméras. Je les ai installées il y a environ 1 an, après qu'il y ait eu quelques cambriolages dans mon quartier. J'en ai une face à ma porte d'entrée depuis l'intérieur, une dans mon salon, et une dans le couloir qui capture l'entrée de ma chambre. Elles sont connectées à une application sur mon téléphone, et je peux les vérifier à tout moment. Elles m'envoient aussi des alertes de mouvement, bien que je les désactive généralement quand je suis à la maison, car j'en avais marre de recevoir des notifications chaque fois que je traversais mon propre appartement. C'est là que ça devient intéressant. Mes parents ont une clé de mon appartement. Je la leur ai donnée pour les urgences uniquement, et je leur ai spécifiquement dit que c'était pour de véritables urgences, comme s'il y avait un incendie ou une inondation, ou s'il m'arrivait quelque chose et que quelqu'un devait entrer. Ma mère en avait demandé une quand j'ai emménagé et, comme une idiote, je leur ai fait confiance pour respecter mes limites. J'ai atterri à San Francisco lundi soir, j'ai fait mon check-in à l'hôtel, et je me suis installé pour la nuit. La conférence commençait mardi matin, alors j'ai commandé le service en chambre et j'ai rattrapé quelques emails professionnels. Vers 21h pour moi, 23h à Austin, j'ai reçu une alerte de mouvement de mon appartement. J'ai failli l'ignorer, pensant que c'était peut-être un bug, mais quelque chose m'a poussé à vérifier.
J'ai ouvert l'application et j'ai vu le visage de mon père remplir la caméra de ma porte d'entrée. Il s'introduisait dans mon appartement avec la clé d'urgence. Ma mère était derrière lui, et il portait des cartons. J'ai senti mon estomac se nouer. Derrière eux, partiellement masqué par l'encadrement de la porte, je pouvais voir Candace tenant une valise. Je suis resté assise là, dans ma chambre d'hôtel, figée, à regarder mes parents envahir mon espace privé. Ils ont traversé mon salon, et mon père regardait autour de lui comme s'il faisait l'inventaire. Ma mère est allée directement dans ma chambre, et j'ai basculé sur cette caméra. Elle ouvrait mon placard, poussait mes vêtements sur le côté, faisant apparemment de la place pour les affaires de Candace. J'aurais dû les appeler à ce moment précis. J'aurais dû arrêter ça immédiatement, mais quelque chose m'a dit d'attendre, de regarder, de voir exactement ce qu'ils prévoyaient. J'avais besoin de comprendre l'ampleur totale de leur trahison avant de réagir. Mon père est entré dans la chambre, et je pouvais l'entendre clairement grâce au micro de la caméra. On va déménager les affaires de ta sœur ce soir. Mets ses vêtements dans le placard et ses produits de toilette dans la salle de bain. Une fois Candace installée, je parie qu'elle n'osera pas la mettre dehors. Elle va se plaindre, c'est sûr, mais elle ne mettra pas sa sœur à la rue. J'ai repassé ces mots environ 15 fois. Elle n'osera pas la mettre dehors. Il misait sur ma culpabilité, sur l'obligation familiale, sur le fait qu'on m'a appris toute ma vie à me sacrifier pour Candace. Ils utilisaient ma décence comme une arme contre moi. Ma mère est intervenue, sa voix métallique à travers le haut-parleur de mon téléphone. Candace a besoin de ce nouveau départ, et elle a de la place. Elle est égoïste de garder tout cet appartement pour elle toute seule alors que sa sœur est en difficulté. C'est ce que fait la famille. L'audace de la chose m'a fait bouillir le sang. Ce que fait la famille. La famille ne s'introduit pas dans votre appartement pour y installer quelqu'un sans permission. La famille ne viole pas votre confiance et votre intimité. La famille ne complote pas dans votre dos, en comptant sur votre incapacité à faire respecter vos limites. J'ai regardé pendant encore 20 minutes alors qu'il déballait les affaires de Candace. Les vêtements sont allés dans mon placard. Son shampoing et son savon sont apparus dans ma douche. Elle a mis sa brosse à dents dans le pot à côté de la mienne, comme si nous étions colocataires à la fac. Mon père a déplacé mes affaires dans les placards de la cuisine pour faire de la place aux courses qu'ils avaient apparemment apportées pour elle. Ils effaçaient littéralement ma présence dans ma propre maison pour accommoder ma sœur. Le pire, c'est que Candace savait que c'était mal. Je pouvais le voir à son langage corporel. Elle avait l'air mal à l'aise, continuait de regarder autour d'elle nerveusement, parlait à peine. Elle savait que c'était une violation massive, mais elle a suivi le mouvement quand même parce que ça l'arrangeait. Elle était prête à laisser mes parents me tendre une embuscade comme ça, plutôt que d'affronter les conséquences de ses propres choix. Ils ont fini vers minuit. Mon père a rassemblé tout le monde dans le salon et je l'ai entendu dire, maintenant, Candace, quand Yves rentrera vendredi, elle va être fâchée. Laisse-la être fâchée. Ne pars pas. Ne t'excuse pas, tiens bon, simplement. Tu es sa famille, et elle finira par s'y faire. Elle le fait toujours. Cette phrase, elle le fait toujours, m'a frappé comme un coup de poing. Il me manipulait par la culpabilité depuis des années, et il savait que ça marchait. Chaque fois qu'il repoussait une limite, chaque fois qu'il demandait plus que ce qui était raisonnable, je finissais par céder parce que je ne voulais pas être la mauvaise fille, la sœur égoïste, celle qui brisait la famille. Après leur départ, Candace s'est installée sur mon canapé avec son téléphone. Elle n'a même pas eu la décence d'avoir l'air pleine de remords. Elle a pris un selfie dans mon salon et l'a posté sur Instagram avec la légende « Nouvel endroit, nouveau chapitre », comme si elle avait légitimement emménagé dans son propre appartement au lieu d'avoir volé le domicile de sa sœur. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit d'hôtel, l'esprit en ébullition, essayant de trouver comment gérer cette situation. Une partie de moi voulait appeler la police et signaler une effraction. Une partie de moi voulait appeler mes parents et leur hurler dessus jusqu'à en perdre la voix. Mais surtout, je voulais qu'ils comprennent exactement ce qu'ils avaient fait. Et je voulais des conséquences qui comptent vraiment. La conférence de mardi a été floue. J'ai fait acte de présence, assisté au panel, souri aux gens pendant les sessions de réseautage, mais mon esprit était ailleurs. J'ai passé chaque pause à vérifier mes caméras. Candace vivait dans mon appartement comme si elle était chez elle. Elle mangeait ma nourriture, utilisait mon compte Netflix sur ma télé,
dormait dans mon lit. Cette dernière partie m'a vraiment achevé. Elle n'a même pas eu la décence de dormir sur le canapé. Elle a pris mon lit, mon espace privé, l'endroit où je devrais me sentir le plus en sécurité. Mercredi après-midi, un plan a commencé à prendre forme. Mes parents organisaient leur dîner de famille mensuel ce dimanche. Ils faisaient ça chaque mois, une grosse production où tout le monde dans la famille était censé être présent. Tante, oncle, cousins, les parents de mon père qui vivaient dans une résidence pour retraités à proximité. D'habitude, environ 20 personnes venaient. C'était la fierté et la joie de mon père, sa chance de jouer au patriarche et de prétendre que nous étions tous une grande famille heureuse. Je n'avais pas manqué un dîner de famille depuis 3 ans. J'y allais toujours, je jouais toujours le jeu, je faisais toujours semblant que tout allait bien. Mais cette fois, j'allais utiliser leur propre événement contre eux. Jeudi matin, j'ai commencé à passer des appels. D'abord, j'ai appelé ma tante Rebecca, la sœur de ma mère. Rebecca a toujours été le mouton noir de la famille, celle qui dénonçait le favoritisme de mes parents et ne jouait pas à leur jeu. Elle m'avait prévenu il y a des années qu'ils traitaient Candace différemment, mais j'avais balayé ça à l'époque. Je lui ai tout raconté. Je lui ai envoyé des captures d'écran de mes images de sécurité, les clips audio du plan de mon père. Elle était furieuse pour moi et a immédiatement accepté de m'aider avec ce que j'avais en tête. Ensuite, j'ai appelé mon cousin Marcus. Il est assistant juridique dans un cabinet d'avocats à Austin, et je lui ai demandé quelles étaient mes options légales. Il m'a dit que oui, techniquement, mes parents avaient commis une violation de propriété puisqu'ils avaient dépassé la portée de leur autorisation d'entrée. L'aspect criminel serait difficile à prouver puisqu'ils avaient reçu une clé, mais j'avais définitivement des motifs pour une action civile. Il a dit qu'il demanderait à son avocat superviseur de rédiger une mise en demeure formelle, et a proposé de m'aider à la signifier. Je lui ai demandé de l'avoir prête pour dimanche. Puis, j'ai appelé mon propriétaire. J'ai expliqué que quelqu'un avait emménagé dans mon appartement sans ma permission pendant que j'étais hors de la ville, que j'avais des preuves vidéo, et que je réglerais ça immédiatement à mon retour. Il était, à juste titre, préoccupé par un occupant non autorisé et de potentielles violations de bail. Je lui ai assuré que je ferais partir la personne dans les 24 heures suivant mon retour, et que je changerais mes serrures par mesure de sécurité. Enfin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé ma grand-mère, la mère de mon père. Grand-mère Hélène avait 86 ans et était vive comme l'éclair. Elle avait immigré de Pologne quand elle était jeune femme, travaillé 2 jobs pour payer les cours du soir de mon grand-père, et élevé 4 enfants avec une volonté de faire et une tolérance zéro pour les bêtises. Mon père était terrifié à l'idée de la décevoir. Je lui ai dit que je devais lui parler en privé avant le dîner de famille de dimanche, que c'était urgent. Elle a accepté immédiatement, entendant quelque chose dans ma voix qui l'inquiétait. Vendredi matin, j'ai pris l'avion pour rentrer. J'avais prolongé mon hôtel jusqu'à jeudi soir pour me donner le temps de réfléchir et de planifier, et j'avais assisté à juste assez de sessions de la conférence pour éviter les questions de mon patron. J'ai atterri à Austin vers midi et je suis allé directement à mon immeuble. Avant de monter, j'ai appelé un serrurier depuis le parking et j'ai planifié sa venue pour 14h30. Je suis resté devant ma propre porte pendant une bonne minute, clé en main, à me préparer. Quand je suis entré, Candace était sur mon canapé en pyjama, regardant la télé comme si elle était la propriétaire des lieux. Elle a sursauté quand elle m'a vu, la culpabilité traversant son visage avant qu'elle n'essaie de la couvrir par un sourire. « Ève, tu es rentrée plus tôt. J'allais te faire une surprise. » J'ai levé la main. « Arrête. » Son sourire a vacillé. « Quoi ? Je pensais que... » Je sais exactement ce que tu pensais. Je sais ce que maman et papa t'ont dit. J'ai regardé toute la scène sur mes caméras de sécurité. J'ai entendu papa dire que je n'oserais pas te mettre dehors une fois que tu serais installé. Alors, laisse-moi être très clair. Tu as 2 heures pour emballer tes affaires et quitter mon appartement. Si tu n'es pas parti d'ici là, j'appelle la police et je te fais l'expulser pour violation de domicile. La couleur a quitté son visage. Tu n'es pas sérieuse. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème. Tu as 25 ans. Débrouille-toi comme une adulte. Tu as 2 heures. Elle a essayé les larmes ensuite. S'il te plaît, Ève. Je suis ta sœur. Je n'ai nulle part où aller.
Maman et papa ont dit. Maman et papa se sont introduits dans mon appartement et ont violé mon intimité et ma confiance. Ce qu'ils ont dit n'a pas d'importance. C'est ma maison, pas la tienne. Tu as 1h55. Je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à tout documenter. J'ai pris des photos de ses affaires dans mon espace, des captures d'écran de son post Instagram où elle se vantait de son nouvel endroit, et j'ai compilé toutes les images de sécurité dans un seul fichier. J'ai aussi fait le tour de mon appartement pour vérifier si quelque chose manquait ou était abîmé. Elle avait utilisé environ la moitié de mon shampoing coûteux, mangé la plupart de mes courses, et réussi je ne sais comment à tacher une de mes bonnes serviettes avec du maquillage. J'ai tout documenté. Candace a appelé mes parents immédiatement. Bien sûr, mon téléphone a commencé à exploser d'appels et de SMS. Je les ai tous ignorés. Elle emballait lentement, espérant clairement que je change d'avis. Mais je suis resté assise dans mon salon avec mon ordinateur portable et j'ai travaillé, la chronométrant périodiquement. À la marque des 90 minutes, je lui ai dit qu'il lui restait 30 minutes. À la marque exacte des 2 heures, je me suis levé et j'ai dit, temps écoulé. Tout ce qui reste ici devient ma propriété et sera donné ou jeté. Elle avait récupéré la plupart de ses affaires, mais elle avait oublié quelques trucs, espérant clairement une excuse pour revenir. J'ai tout rassemblé dans des sacs poubelles et je les ai mis dans le couloir. Le serrurier est arrivé pile à l'heure, à 14h30. J'ai payé un supplément pour le service le jour même, et ça valait chaque centime de le regarder installer de nouveaux verrous pendant que le sac poubelle de Candace trônait dans le couloir comme preuve de ma résolution. Mes parents sont arrivés vers 16h30. Je les ai regardés sur ma caméra de porte, j'ai vu mon père essayer sa clé, j'ai vu sa confusion quand elle n'a pas fonctionné. Il a frappé, puis martelé. Je les ai laissés attendre là pendant 5 minutes avant d'ouvrir la porte, avec la chaîne de sécurité toujours mise. Oui. Le visage de mon père était rouge. Yves et Marie, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as jeté ta sœur à la rue. J'ai expulsé un occupant non autorisé de ma résidence privée. Maintenant, veuillez quitter ma propriété. Ma mère a essayé l'angle de la culpabilité. Chérie, s'il te plaît, parlons de ça. Candace a besoin d'aide. Et nous pensions. Vous pensiez que vous pouviez violer mon domicile et ma confiance, et que je l'accepterais simplement parce que c'est la famille. Vous vous êtes trompé. Je n'ai rien à dire à aucun de vous deux pour le moment. Partez, s'il vous plaît. Nous avons une clé, a tempêté mon père. Aviez, au passé. J'ai changé mes serrures. Votre clé ne fonctionne plus et vous n'êtes plus les bienvenus ici sans une invitation explicite. Maintenant partez, ou j'appelle la police pour intrusion. J'ai fermé la porte au nez et j'ai éteint mon téléphone. Qu'il rage. Qu'il panique. Qu'il réalise, pour la première fois de ma vie d'adulte, que je n'allais pas me laisser faire et être la fille commode qui se sacrifie pour le confort de tous les autres. Samedi, j'ai conduit jusqu'à la maison de retraite de ma grand-mère. Elle vivait dans une belle résidence pour personnes autonomes où elle avait son propre petit appartement. J'ai apporté mon ordinateur portable et je suis resté assise avec elle pendant 2 heures, lui montrant tout, les images de sécurité, l'audio du plan de mon père, les SMS de mes parents après que j'ai mis Candace dehors, me traitant d'égoïste et de cruel. Je lui ai montré la chronologie de l'historique professionnel de Candace, le schéma de mes parents qui la rend floue, les années de favoritisme que j'ai endurées. Grand-mère Hélène a tout regardé en silence, son expression devenant de plus en plus orageuse à chaque minute. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit avec son fort accent, qui devenait plus prononcé quand elle était en colère, « Ton père a oublié d'où il vient. Il a oublié ce que signifie travailler, se sacrifier, mériter. J'ai honte de lui. » Elle m'a demandé ce que je comptais faire. Je lui ai parlé du dîner de dimanche, de mon plan de tout exposer devant toute la famille. Elle y a réfléchi, puis a hoché la tête lentement. Fais-le. Je te soutiendrai. Ils ont besoin de voir les conséquences. Dimanche est arrivé. Je le redoutais et l'anticipais dans une égale mesure. Je me suis habillé avec soin, choisissant une tenue qui me faisait me sentir confiante et puissante. Je me suis maquillé, coiffé, et je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air fatigué mais déterminé. J'ai préparé un dossier avec la documentation imprimée, des copies de tout ce que j'avais montré à ma grand-mère. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents.
Le dîner de famille battait déjà son plein quand je suis arrivé à 14 heures. La maison de mes parents était pleine de monde. La table de la salle à manger était étendue à sa longueur maximale. Des chaises supplémentaires empruntées aux voisins. L'odeur du rôti de ma mère emplissait l'air, et tout le monde riait et parlait. Cela ressemblait à une peinture normale de Norman Rockwell illustrant l'harmonie familiale. Tout n'était que mensonge. Mes parents m'ont vu entrer, et le soulagement sur leur visage a été immédiat. Ils avaient probablement craint que je ne vienne pas, que je saute le dîner et les oblige à expliquer mon absence à tout le monde. Mon père s'est avancé vers moi, prévoyant probablement de me prendre à part pour me mettre la pression afin que je m'excuse auprès de Candace pour aplanir les choses, pour recommencer à faire semblant que tout allait bien. Je suis passé juste devant lui pour aller vers ma grand-mère, qui tenait audience dans le salon avec mon grand-père et quelques tantes. « Salut, grand-mère. » Elle m'a embrassé sur la joue et m'a serré la main. Sa poigne était étonnamment forte. « Bonjour, ma chérie. Je suis contente que tu sois venue. » Candace était là, bien sûr, assise avec nos jeunes cousins et évitant très délibérément de me regarder. Elle avait clairement pleuré récemment, ses yeux étaient encore bouffis, et je l'ai entendu raconter à quelqu'un que sa situation de logement était tombée à l'eau, jouant déjà la victime. Le dîner a été servi à 15 heures. Tout le monde s'est rassemblé autour de l'immense table, les assiettes passant de main en main, le vin étant versé. Mon père s'est levé en bout de table et a levé son verre. Je veux remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. La famille est la chose la plus importante que nous ayons, et je suis reconnaissant que nous puissions tous être ensemble comme ça. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Nous avons mangé. J'ai poussé la nourriture dans mon assiette, trop nerveuse pour avaler quoi que ce soit. J'ai fait la conversation avec ma cousine Émilie à propos de son nouveau travail, répondu aux questions de mon oncle sur l'industrie technologique, et attendu le bon moment. Il est arrivé pendant le dessert. Ma mère avait fait sa fameuse tarte aux pommes, et tout le monde était détendu et heureux, repu de bonne nourriture. Mon père racontait une histoire sur quelque chose de drôle qui s'était passé à son travail, et tout le monde riait, le moment parfait pour briser l'illusion. Je me suis levé. Le raclement de ma chaise contre le parquet a attiré l'attention, et petit à petit, la conversation s'est tue. Tout le monde m'a regardé, curieux. J'ai quelque chose à dire. Ma voix était stable, plus claire que ce à quoi je m'attendais. Il s'est passé quelque chose cette semaine que tout le monde ici a besoin de savoir. Les visages de mes parents ont blêmi. Mon père a commencé à se lever. Yves, ce n'est pas le moment. Assieds-toi, papa. La voix de ma grand-mère a traversé la pièce comme une lame. Laisse-la parler, a-t-elle dit. Tout le monde regardait maintenant, l'atmosphère passant de confortable à tendue. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai connecté à la télé de mes parents, et j'ai lancé les images de sécurité. Lundi soir, pendant que j'étais à San Francisco pour le travail, mes parents ont utilisé la clé d'urgence que je leur avais donnée pour s'introduire dans mon appartement. Ils ne répondaient pas à une urgence. Ils installaient Candace sans que je le sache ni ne l'autorise. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo a défilé, claire comme du cristal, sur le grand écran. 20 personnes ont regardé mes parents entrer chez moi, déplacer mes affaires, installer ma sœur dans mon espace privé. L'audio était assez clair pour que tout le monde entende le plan de mon père. Une fois Candace installée, je parie qu'elle n'osera pas la mettre dehors. La pièce était dans un silence de mort, à l'exception de la vidéo. Quand elle s'est terminée, j'ai éteint la télé et j'ai regardé autour de moi. Mes tantes et oncles avaient l'air choqués. Mes cousins fixaient mes parents avec des expressions allant du dégoût à l'incrédulité. Le visage de grand-mère Hélène était de marbre. Ils ont violé mon domicile, ai-je continué, ma voix tremblant maintenant d'une colère que je retenais depuis des jours. Ils ont trahi ma confiance. Ils ont comploté pour me manipuler en utilisant la culpabilité et l'obligation familiale, comptant sur le fait que j'avais toujours cédé auparavant quand ils repoussaient mes limites. Ma mère a essayé de parler. Chérie, nous essayons d'aider ta sœur. En violant la mienne? En traitant ma maison comme une propriété communautaire? En apprenant à Candace qu'elle n'a jamais à faire face aux conséquences parce que quelqu'un la renflouera toujours? Je me suis tourné pour regarder ma sœur. Elle pleurait maintenant, de gros sanglots, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Candace, tu as 25 ans. Tu as quitté 4 emplois en 3 ans.
tu n'as jamais payé ton propre loyer, jamais eu de budget pour les courses, jamais subi aucune conséquence naturelle pour tes choix parce que maman et papa te rattrapent toujours. J'ai regardé ma famille élargie autour de la table. Pendant des années, je les ai regardés favoriser Candace. Ils ont payé toute son éducation universitaire dans une école privée alors que j'ai pris des prêts pour l'école publique. Ils lui ont acheté une voiture, payé ses factures de carte de crédit, l'ont laissé vivre à la maison sans payer de loyer plusieurs fois, et je n'ai jamais rien dit parce que ce n'était pas ma place. C'était leur argent et leur choix. Mais au moment où ils ont décidé que ma maison était aussi leur ressource à lui distribuer, c'est devenu mon affaire. Mon cousin Marcus s'est levé. Il a sorti une enveloppe de sa poche de veste. Ce sont des lettres de mise en demeure pour vous deux, a-t-il dit en regardant mes parents. Vous êtes légalement interdit d'entrer dans l'appartement d'Yvette ou de la contacter, à moins qu'elle ne prenne l'initiative. Si vous violez cela, elle poursuivra pour intrusion et harcèlement. Oncle Robert, le frère de mon père, secouait la tête d'incrédulité. Tom, à quoi tu pensais? C'est une effraction. C'est illégal. Le visage de mon père était pourpre maintenant. C'est notre fille. Nous avons le droit. Vous n'avez aucun droit sur mon appartement. Je criais maintenant. Des mois de colère refoulée explosaient enfin. Vous n'avez aucun droit sur mon espace, mon intimité, ma vie. Je vous ai donné une clé pour les urgences, et vous l'avez utilisée pour me tendre un piège parce que vous saviez que je n'accepterais jamais ça si vous demandiez directement. Grand-mère Hélène s'est levée lentement. Tout le monde s'est tu. Quand elle a parlé, sa voix était calme, mais portait à travers toute la pièce. Thomas, Barbara, je vous ai mieux élevé que ça. Elle a regardé mon père, et il a réellement tressailli. Votre fille a travaillé dur pour tout ce qu'elle a. Elle ne vous a rien demandé. Elle a fait son propre chemin. Et vous la remboursez en traitant sa maison comme si elle vous appartenait. En enseignant à sa sœur que la famille signifie prendre à ceux qui l'ont mérité. Elle s'est tournée vers Candace. Et toi, Candace, tu es une fille intelligente. Tu pourrais faire n'importe quoi. Mais tu ne fais rien parce que tu sais qu'ils te rattraperont. Ce n'est pas de l'amour. C'est du mal. Ils te font du mal en ne te laissant pas tomber. Ma tante Rebecca s'est levée ensuite. J'observe ce favoritisme depuis des années. Je t'ai dit, Barbara, que tu rendais un mauvais service à tes deux filles. Yvette a grandi forte parce que tu ne lui as pas laissé le choix. Candace a grandi faible parce que tu ne lui as donné aucune raison d'être forte. Et maintenant, nous voyons où cela mène. S'introduire chez son enfant, violer sa confiance. Pourquoi? Pour retarder le moment où Candace devra affronter la réalité de quelques mois supplémentaires. D'autres membres de la famille ont commencé à intervenir. Oncle Robert a dit qu'il était déçu de son frère. Tante Sarah a dit qu'elle n'arrivait pas à croire qu'ils aient risqué des poursuites pénales. Ma cousine Émilie a dit que si quelqu'un faisait ça à son appartement, elle aurait appelé la police immédiatement, famille ou pas. Mes parents ont essayé de se défendre, mais leurs excuses sonnaient creux, même à leurs propres oreilles. Ma mère continuait de dire qu'ils essayaient d'aider les deux filles, qu'ils pensaient que je finirais par comprendre. Mon père insistait sur le fait qu'ils avaient le droit de prendre des décisions concernant les ressources familiales. Cette phrase a poussé grand-mère Hélène à lâcher un flot de polonais que je n'ai pas compris, mais qui ressemblait définitivement à des jurons. Candace a fui la table, en sanglotant. Quelques personnes ont essayé de la réconforter, mais la plupart sont restées assises, observant les retombées. Le dîner était effectivement terminé. Les gens ont commencé à rassembler leurs affaires, à trouver des excuses, à partir tôt. L'atmosphère familiale confortable avait été brisée, et tout le monde était mal à l'aise face à la réalité qui avait été exposée. Ma grand-mère est venue me voir avant de partir. Elle a pris mon visage dans ses mains. Tu as fait la bonne chose, une chose difficile, mais la bonne chose. Parfois, la famille doit être brisée avant de pouvoir être réparée correctement. Je suis fier de toi. J'ai pleuré à ce moment-là, enfin, dans les bras de ma grand-mère. Tout le stress, la colère et la blessure sont sortis. Elle m'a tenu et m'a laissé pleurer. Et quand je me suis enfin reculé, elle a pressé un morceau de papier dans ma main. Mon avocat, tu l'appelles demain. On s'assure que tu es protégé. Tante Rebecca m'a ramené chez moi. J'étais trop épuisé émotionnellement pour conduire en sécurité. Elle est montée dans mon appartement,
m'a fait du thé, et s'est assise avec moi pendant que je digérais tout ça. Tu sais qu'ils vont essayer de tourner ça comme si tu étais cruel, m'a-t-elle prévenu. Ils vont dire à tout le monde que tu les as humiliés publiquement, que tu as choisi la vengeance plutôt que la famille. Qu'ils le fassent, ai-je dit. Ma voix était rauque d'avoir pleuré. J'ai la vérité. J'ai la documentation. Quiconque veut la voir est le bienvenu. J'ai fini de protéger des gens qui ne me protégeront pas. Les semaines suivantes ont été brutales. Mes parents ont essayé d'appeler depuis différents numéros quand ils ont réalisé que je les avais bloqués. Ils ont envoyé des emails que je n'ai pas lus. Ils se sont présentés à mon immeuble 2 fois de plus, mais le gardien que j'avais prévenu ne les a pas laissés monter. Ils ont essayé d'amener d'autres membres de la famille à intervenir pour me convaincre de pardonner et de passer à autre chose. Mais la plupart de ces membres de la famille avaient vu les images et entendu l'audio. Ils savaient ce que mes parents avaient fait. Candace est retournée vivre chez mes parents. Bien sûr, selon tante Rebecca, l'arrangement était tendu. Mes parents lui avaient apparemment dit que c'était temporaire, qu'elle devait trouver un travail et économiser de l'argent. Reste à voir si elle le fera vraiment, mais ce n'était plus mon problème. La famille s'est fracturée selon des lignes prévisibles. Les frères et sœurs de mon père se sont pour la plupart rangés de mon côté, ayant été témoins de tout directement. Quelques proches de ma mère pensaient que j'avais été trop dur, que j'aurais dû gérer ça en privé. Je n'ai pas discuté avec ces gens. J'ai décidé que quiconque pensait que s'introduire publiquement chez moi était acceptable, mais que tenir quelqu'un responsable publiquement pour cela allait trop loin, n'était probablement pas quelqu'un dont je valorisais l'opinion. L'avocat de grand-mère Hélène m'a aidé à rédiger un avertissement formel pour intrusion qui a été signifié à mes 2 parents. Cela a rendu tout officiel et légal. J'ai aussi déposé une main courante à la police, sans porter plainte, mais en créant une trace écrite au cas où ils essaieraient encore quelque chose comme ça. L'officier qui a pris ma déclaration a dit « Beaucoup d'enfants adultes ont affaire à des parents qui ne respectent pas les limites, et vous avez été intelligente de tout documenter minutieusement. » Le travail est devenu mon refuge. Je me suis jeté dans les projets, porté volontaire pour des missions supplémentaires, resté tard la plupart des soirs parce que rentrer dans mon appartement vide me faisait penser à tout ce qui s'était passé. Ma manager l'a remarqué et m'a prise à part pour demander si tout allait bien. Je lui ai donné les grandes lignes, et elle était horrifiée. Elle m'a aussi dit que si j'avais besoin de congés pour des questions juridiques ou familiales, je devais le lui faire savoir. Avoir ce soutien m'a aidé plus qu'elle ne l'a probablement réalisé. Mes amis ont été incroyables. Ma meilleure amie Jessica avait voulu aller chez mes parents pour avoir une explication avec eux quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ma colocataire de fac m'a envoyé des colis de réconfort avec du vin et du chocolat. Ma copine de gym a commencé à m'inviter à plus de cours pour me distraire. Les gens se sont ralliés autour de moi, et leur soutien a renforcé le fait que j'avais fait le bon choix en me défendant. Environ 6 semaines après le dîner, j'ai reçu un email de ma mère. L'objet était « S'il te plaît, lis ». Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. C'était long, confus, et surtout défensif. Elle insistait sur le fait qu'ils essayaient seulement d'aider Candace, qu'ils n'avaient jamais voulu me blesser, qu'ils pensaient que je comprendrais parce que la famille est de la famille. Elle a dit que je les avais embarrassés devant tout le monde, que j'avais détruit les relations familiales, que grand-mère Hélène ne parlait plus à mon père, et que c'était ma faute. Elle m'a demandé de considérer les dégâts que j'avais causés en étalant les affaires privées de la famille lors du dîner. Il n'y avait pas de véritables excuses, aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient fait de mal, aucune compréhension de pourquoi j'étais blessé, juste une longue explication de leurs intentions, et une tentative de culpabilisation sur les conséquences de mes actions, pas des leurs. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé l'email comme une documentation supplémentaire de leur refus de prendre leurs responsabilités. Environ 2 mois après le dîner, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je ne réponds pas, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était Candace. Eve, s'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai failli le faire. Mon doigt a plané sur le bouton fin d'appel, mais la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais m'excuser, a-t-elle dit, sa voix petite, rien à voir avec son ton confiant habituel. Pour tout. Pour avoir suivi le plan de maman et papa. Pour avoir emménagé dans ton appartement, pour ne pas t'avoir défendu. Ce qu'on a fait était mal. J'ai attendu. Ça sentait le piège.
J'ai trouvé un travail, a-t-elle continué. Un vrai, pas un truc que je vais quitter dans 6 mois. C'est du marketing débutant dans une association à but non lucratif, et la paie n'est pas terrible, mais c'est un début. J'économise de l'argent pour avoir mon propre endroit. Maman et papa me font payer un loyer maintenant. Tu peux le croire? J'imagine que te regarder les coupés de ta vie leur a fait réaliser qu'ils devaient réellement m'éduquer. Tant mieux pour toi, ai-je dit. Et je le pensais. J'espère que tu vas t'y tenir. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Je sais que j'ai complètement brûlé ce pont, mais je voulais que tu saches que j'essaie. Ce que tu as dit au dîner sur le fait que je ne faisais jamais face aux conséquences, sur le fait que maman et papa me faisaient du mal en me rattrapant toujours, tu avais raison. J'avais 25 ans et je n'avais jamais payé une facture de ma vie. C'est pathétique. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Je ne lui ai pas pardonné, pas complètement, mais j'ai apprécié qu'elle ait appelé. Reste à voir si son changement tiendra, mais au moins elle essayait. Je lui ai dit que je lui souhaitais bonne chance et j'ai mis fin à l'appel. Peut-être qu'un jour nous reconstruirons quelque chose, mais cela prendra du temps et des actions cohérentes de sa part. Mes parents ne se sont jamais excusés. Pas vraiment. Environ 4 mois après le dîner du dimanche, mon père a envoyé un bref SMS disant qu'il espérait que nous pourrions passer à autre chose pour le bien de la famille. Aucune reconnaissance de faute, aucun changement de comportement, juste une attente que suffisamment de temps se soit écoulé pour que je sois passé au-dessus. Je n'ai pas répondu. Grand-mère Hélène a organisé Thanksgiving à sa maison de retraite cette année-là. Comme tout s'est passé début mars, Thanksgiving était environ 8 mois plus tard. C'était petit, juste elle, mon grand-père, la famille de tante Rebecca, et moi. Mes parents n'étaient pas invités. Grand-mère leur a dit que tant qu'ils ne comprendraient pas sincèrement ce qu'ils avaient fait de mal et ne feraient pas de véritables amendes honorables, ils n'étaient pas les bienvenus à ces rassemblements. À 86 ans, elle n'avait aucune patience pour leurs bêtises. Cela fait environ 10 mois maintenant que tout s'est passé. Mon appartement est toujours mon sanctuaire, mon espace, mon accomplissement. Je n'ai jamais donné de clé à qui que ce soit d'autre, même pour les urgences. S'il y a une urgence, ils peuvent m'appeler ou appeler le gestionnaire de l'immeuble. J'ai amélioré mon système de sécurité et ajouté plus de caméras. Certains pourraient dire que c'est de la paranoïa, mais j'appelle ça de la prudence apprise. La famille est toujours fracturée. Certaines relations ne guériront probablement jamais complètement, et j'ai fait la paix avec ça. J'ai appris que parfois, se protéger signifie accepter que d'autres personnes soient blessées ou en colère à cause de vos limites, et que leur inconfort face à vos limites n'est pas votre problème à résoudre. J'ai aussi appris que la vraie famille ne vous manipule pas, ne viole pas votre confiance, ne compte pas sur votre culpabilité pour obtenir ce qu'elle veut. La vraie famille respecte vos limites, célèbre vos accomplissements, et ne traite pas vos ressources durement gagnées comme une propriété communautaire à distribuer selon les priorités de quelqu'un d'autre. La meilleure partie, c'est que je dors profondément dans mon appartement, chaque nuit. Mon lit est à moi, mon espace est à moi, ma paix est à moi, et personne ne peut me reprendre ça, parce que je ne les laisserai pas faire. J'ai passé trop d'années à essayer d'être la bonne fille, la sœur compréhensive, celle qui se sacrifiait pour garder tout le monde à l'aise. J'en ai fini avec cette version de moi-même. Certaines personnes qui liront ceci penseront probablement que je suis allé trop loin, que j'aurais dû gérer ça en privé, qu'il était cruel de les exposer lors d'un dîner de famille. À ces gens, je dirais, ils se sont introduits chez moi. Ils ont violé mon espace le plus privé. Ils ont planifié de me manipuler en utilisant mes propres valeurs contre moi. Ils ont appris à ma sœur que voler l'appartement de sa sœur était acceptable si maman et papa le disaient. Cela méritait d'être exposé. Cela méritait des conséquences. Est-ce que je le referais? Absolument. La seule chose que je pourrais changer, c'est que j'aurais appelé la police immédiatement quand je les ai vus sur mes caméras. Mais l'exposition publique au dîner, c'était nécessaire. Cela les a empêchés de contrôler le récit, de tourner l'histoire pour me faire passer pour la méchante, de monter d'autres membres de la famille contre moi avec leur version des faits. Tout le monde a vu exactement ce qu'ils ont fait, a entendu leurs propres mots, et a dû confronter la réalité de qui ils ont choisi d'être à ce moment-là. Je reconstruis ma vie selon mes propres termes maintenant. J'ai renoué avec des membres de la famille élargie dont je m'étais éloigné parce que les réunions de famille étaient toujours si inconfortables.
Je me suis fait de nouveaux amis qui respectent les limites et ne pensent pas que l'obligation familiale signifie un accès illimité à vos ressources. J'ai commencé une thérapie pour travailler sur des années de conditionnement à la culpabilité et pour apprendre à maintenir des limites saines sans le poids écrasant de la honte. Ma carrière prospère sans le drain constant des drames familiaux et des culpabilisations. J'ai plus d'énergie à consacrer à mon travail et à mes propres objectifs. J'ai eu une promotion il y a 5 mois, et j'envisage peut-être d'acheter une maison dans l'année ou les 2 ans à venir, une maison avec un excellent système de sécurité et aucune clé de secours pour personne. La relation avec mes parents est essentiellement inexistante pour le moment, et ça me va. Peut-être qu'un jour ils comprendront sincèrement ce qu'ils ont fait de mal. Peut-être qu'ils feront le travail difficile d'examiner leur comportement et leur schéma. Peut-être qu'ils apprendront que l'amour ne signifie pas un accès illimité, et que la famille ne signifie pas un droit illimité. Mais je ne retiens pas mon souffle, et je n'attends certainement pas des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Candace a gardé son travail depuis 7 mois maintenant, ce qui est un record pour elle. Nous nous envoyons des SMS occasionnellement, bref et superficiels, mais c'est quelque chose. Elle sort apparemment avec quelqu'un qui attend d'elle qu'elle partage les factures et paie sa part. Et selon tante Rebecca, ça lui a fait du bien, d'apprendre à être une partenaire égale au lieu de quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge. J'espère que ça marchera pour elle. La partie la plus difficile de tout ça a été d'accepter que se défendre soi-même signifie parfois perdre des relations que l'on pensait permanentes. Je pleure la perte de la famille que je pensais avoir, des parents que j'aurais aimé qu'ils soient, de la relation fraternelle qui aurait pu être possible si les choses avaient été différentes. Mais j'ai aussi découvert que perdre des relations toxiques, même avec la famille, crée de l'espace pour que des relations plus saines grandissent. À quiconque lit ceci et fait face à des violations de limites de la part de la famille, vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas égoïste. Et vous n'avez pas tort de vous protéger. La famille est censée être une source de soutien et d'amour, pas une arme utilisée pour vous manipuler afin d'accepter un comportement inacceptable. Vous avez droit à votre propre espace, vos propres choix, votre propre vie, même si les gens qui vous ont élevé pensent le contraire. Et aux parents qui pourraient lire ceci et se reconnaître, vos enfants adultes ne sont pas des extensions de vous-même. Leurs maisons ne sont pas votre propriété. Leurs vies ne sont pas les vôtres à gérer. Leurs ressources ne sont pas les vôtres à distribuer. Si vous voulez une relation avec vos enfants adultes, vous devez les respecter en tant qu'individus autonomes avec leurs propres limites et priorités. L'amour sans respect est juste du contrôle avec un nom plus joli. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à mes relations familiales. Peut-être que le temps et la thérapie créeront des opportunités de réconciliation avec mes parents. Peut-être que Candace et moi reconstruirons finalement une véritable fraternité basée sur le respect mutuel au lieu de l'obligation. Ou peut-être que c'est comme ça que les choses resteront, et je construirai ma propre famille choisie, faite d'amis et des proches qui m'ont soutenu. Quoi qu'il en soit, je suis en paix avec mes choix. Je me suis protégé. J'ai exposé des actes répréhensibles. J'ai tenu bon quand il aurait été plus facile de plier. Et je dors profondément dans mon propre appartement, dans mon propre lit, entouré d'affaires que personne n'a le droit de toucher sans ma permission. Ça vaut plus que n'importe quel dîner de famille inconfortable ou n'importe quelle culpabilisation qu'ils pourraient jamais me lancer. J'ai surpris mes parents sur caméra en train de planifier de violer mon domicile. Je les ai piégés, et je les ai exposés publiquement.